Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre, nous allons découvrir la structure des glucides, en commençant bien sûr par préciser quel est leur rôle, en donnant aussi les filiations qui peuvent exister entre eux, les différentes représentations des glucides. Nous donnerons également quelques exemples de glucides très répandus dans la nature, en s'attachant bien sûr à préciser quels sont leurs rôles biologiques. Nous verrons également quels sont les dérivés des oses, à quelle macrostructure ils peuvent se lier dans différentes fonctions, ce qui nous permettra de parler des osides, mais aussi des polysaccharides complexes, dont l'exemple phare est le glycogène. Nous parlerons aussi des glycoprotéines et de leur formation, et nous terminerons par des exemples précis du rôle des glucides, comme par exemple dans les groupes sanguins ou dans les structures des cellules. Voici le plan du cours. Donc les généralités, nous parlerons des définitions, propriétés principales, rôle, structure, classification et représentation des glucides. Nous donnerons des exemples de glucides cités ici. Nous parlerons des dérivés des oses, dérivés d'amines, dérivés acides. Nous parlerons aussi de la vitamine C, les osides, leur définition, comment ils se lient entre eux, des exemples, comment se fait leur hydrolyse pour digestion, les polysaccharides complexes, de structure, de rôle plus énergétique comme le glycogène, la cellulose, les glycosaminoglycanes. Nous parlerons des glycoprotéines et parlerons de la N- et O-glycosylation, la stéréochimie, nous donnerons des exemples. Les glycanes, définition et propriétés, importance de la structure des sucres, et nous donnons des exemples sur en fonction de leur structure, comment ils sont utilisés par l'organisme, en parlant de index glycémique. Nous parlerons aussi de la coagulation et de différents rôles qu'ils peuvent avoir dans des structures importantes telles que les nucléotides, les cyclodextrines ou l'enveloppe du VIH. Les glucides n'ont pas seulement un rôle énergétique, ce sont aussi des éléments de structure. Bien sûr, ce sont des réserves énergétiques sous forme du glycogène dont nous reparlerons. Ce sont des composants de métabolites fondamentaux. Ils sont aussi considérés maintenant comme des signaux de reconnaissance et des déterminants antigéniques. Définition des glucides, ce sont donc des molécules organiques. Le carbone sont porteurs de fonctions alcool, alcool secondaire, alcool primaire, d'une fonction aldéhyde ou cétonique, donc c'est la fonction carbonylique, parfois d'une fonction acide ou aminée. Au total, il s'agit d'aldéhydes ou de cétones polyhydroxylés, car un carbone est porteur soit d'un aldéhyde, soit d'une cétone, tous les autres étant porteurs de fonction alcool. Leurs principales propriétés sont les suivantes. Donc certains oses, comme le fructose, ou osides, comme le saccharose, ont la propriété d'avoir un goût sucré, le saccharose étant le sucre de table. Les oses sont très hydrosolubles en raison de leurs nombreuses fonctions alcooliques. Les aldoses sont réducteurs par leur fonction hémiacétalique, donc pseudo-aldéhydique, et les cétoses, par contre, sont très peu réducteurs. On utilise cette propriété pour en faire leur dosage. La glucose oxydase oxyde spécifiquement le glucose en acide gluconique, et les oses se réduisent en polyols par voie chimique ou enzymatique. La fonction aldéhyde ou cétonique peut être réduite en alcool, le glucose donnant le glucitol ou sorbitol, le galactose, le galactitol, le mannose, le mannitol, le ribose, le ribitol. Le fructose donne 2 polyols, car la réduction de la fonction CO entraîne la formation d'un carbone asymétrique. Les carbohydrates, qu'on appelle aussi les saccharides, avec comme autre terme sucre ou glucides. Donc voici quelques définitions
de base dont je vous laisse prendre connaissance, que je ne peux pas détailler, puisque l'essentiel est sur la diapositive. Quelle est l'importance en biologie des sucres? Ils ont un rôle énergétique puisque 40 à 50% des calories apportées par l'alimentation humaine sont des glucides. Comme nous l'avons vu précédemment, ils ont aussi un rôle de réserve énergétique dans le foie et les muscles, donc avec le glycogène dont nous reparlerons. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont un rôle structural. Ils interviennent comme éléments de soutien, par exemple dans les végétaux avec la cellulose, de protection et de reconnaissance dans la cellule. Ce sont aussi des éléments de réserve des végétaux et animaux, donc sous forme de glycogène pour les animaux ou d'amidon pour les végétaux, et des constituants de molécules fondamentales, par exemple les acides nucléiques, les coenzymes et certaines vitamines. En fait, ils représentent un fort pourcentage de la biomasse, car la plus grande partie de la matière organique terrestre est sous forme glucidique. Ils ont également un rôle économique, on ne va pas ici le détailler, mais c'est vrai que l'industrie du sucre est très développée sous différentes formes. La place du glucose est tout à fait particulière puisque c'est le principal carburant des tissus. C'est le seul carburant du fœtus. Il a un rôle fondamental car tous les glucides alimentaires sont absorbés sous forme de glucose ou convertis en glucose dans le foie. Tous les glucides sont synthétisés à partir du glucose dans l'organisme. Alors, comment peut-on faire la classification des glucides? On distingue les oses et les osides. Les critères de classification des oses font appel à leur nombre de carbone de l'ose et à la nature du carboxyle. Le nombre de carbone, lorsqu'il est de 3, on parle de triose, lorsqu'il est de 6, on parle d'hexose. La nature du carbonyle, donc si c'est un aldéhyde, on parle d'aldose. Si c'est une cétone, on parle de cétose. La combinaison de ces deux critères caractérise l'ose. On parle d'aldopentose, d'aldohexose, de cétopentose et de cétohexose. Les différentes classes de glucides sont représentées sur cette diapositive. Donc on distingue les oses, classées en fonction du nombre d'atomes de carbone, de la fonction carbonyle, qui peuvent être réducteurs et non hydrolysables. Les osides, donc qui sont des oses qui sont reliés entre eux, donc avec ce qu'on appelle les holosides, qui comportent plusieurs oses. On parle à ce moment-là d'oligosides, donc de 2 à 10, et de polyosides lorsqu'ils comportent un enchaînement de plus de 10 oses. On parle aussi d'hétérosides lorsque ils comportent une autre structure qu'un sucre. Les oses peuvent être glycoconjuguées, donc ce sont des structures glucidiques complexes comportant des associations covalentes. Et on a donc ce qu'on appelle une glycosylation qui se fait grâce à des enzymes qu'on appelle des glycosyles transférases. Alors on peut donner un exemple qui est celui du fructose. Donc c'est un isomère de fonction du glucose. Et il faut bien remarquer que certains sucres sont proches les uns des autres, comme ici l'exemple du fructose et du glucose, mais ont pourtant des propriétés biologiques extrêmement différentes. Le fructose, par exemple, étant beaucoup plus réactif avec les protéines que ne l'est le glucose. Un sucre particulier qui est le ribose, qui entre dans la structure des nucléotides et des acides nucléiques. Et ça illustre ici l'importance des sucres dans certaines structures de l'organisme, donc l'ADN. Alors, dans la structure des sucres, on peut parler de différentes formes d'isomérie.
On parle donc à ce moment-là d'énantiomères, deux enantiomères, donc qui sont des antipodes optiques, ont les mêmes propriétés, à l'exception seule, donc leur pouvoir rotatoire de la lumière. Les anomères sont distingués par les lettres alpha et bêta. La forme est alpha si le groupe hydroxyle anomérique et le groupe CH2OH terminal sont de part et d'autre du cycle, et bêta s'ils sont du même côté. Deux épimères sont des stéréoisomères organiques qui ne diffèrent entre eux que par la configuration d'un seul et unique carbone asymétrique. Par exemple, les sucres alpha-D glucopyranose et alpha-D galactopyranose, pour lesquels seul le groupement hydroxyle sur le quatrième carbone a une orientation différente, conférant à ces deux sucres des propriétés extrêmement différentes. Un aldohexose est un ose composé de 6 atomes de carbone, donc on parle à ce moment-là d'hexose, et dont le premier atome possède une fonction aldéhyde. Un cétéoxose possède 6 carbones et donc, comme son nom l'indique, une fonction cétone, donc ce qui permet de les différencier. Alors, en chimie, une molécule est lévogir, qui tourne la lumière à gauche, donc ça vient du latin levus, qui veut dire gauche, a la propriété de faire dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la gauche d'un observateur qui reçoit la lumière. Plus précisément, l'observateur en question voit le plan tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Un lévogir est également l'une des deux formes énantiomères d'une molécule chirale, l'autre étant le dextrogir qui, par définition, lui, aura la propriété de dévier la lumière à droite. Alors, qu'appelle-t-on carbone asymétrique sur un sucre? Il est porteur de 4 radicaux différents. C'est un isomère optique ou énantiomère, donc soit dextrogir, donc noté plus, soit les isomères lévogir, noté moins. Lorsque le mélange est équimolaire des deux isomères, c'est-à-dire dextrogir et lévogir, on parle d'une forme racémique, donc qui à ce moment-là va être inactif sur la déviation de la lumière polarisée. Une molécule chirale est une molécule optiquement active. Elle renferme donc au moins un carbone asymétrique et elle n'a pas de plan de symétrie. La configuration stéréochimique et le pouvoir rotatoire d'un ose dépendent de la présence de ce carbone asymétrique. Et en dehors du glycéraldéhyde, il n'y a aucune relation entre configuration stéréochimique de l'ose et son pouvoir rotatoire. Il y a différentes façons de représenter les sucres et nous allons nous attarder sur ce qu'on appelle la représentation de Fischer, qui est en fait une convention. La convention de Fischer établit les règles pour écrire la formule développée plane des oses. La chaîne carbonée doit être regardée de façon à ce que tous les angles des lésions carbone-carbone soient convexes vers l'observateur et que la fonction la plus oxydée, donc aldéhyde pour le glucose, soit située en haut de la formule. En tournant les angles carbone-carbone vers vous, l'image devient verticale. Les hydroxydes des fonctions alcool secondaires se répartissent alors de façon spécifique à gauche ou à droite au plan des carbones, selon la nature de l'ose représentée. On imagine alors que la chaîne se déroule en un axe vertical comportant toutes les liaisons carbone-carbone et on représente les oxydryles des fonctions alcool secondaires à gauche ou à droite, comme dans la représentation numéro 2 donnée sur cette diapositive. Dans une projection de Fischer, les liaisons représentées sur la ligne horizontale sortent dans la réalité vers l'avant,
hors de la feuille, qui n'a pas de division en deux dimensions ou deux écrans, vers vous. C'est pour cette raison qu'une projection de Fischer ne peut être tournée dans le plan de la page ou de l'écran. Alors l'orientation des liaisons les unes relativement aux autres peut changer, convertissant ainsi la molécule et son énantiomère. Pour passer de la représentation de Fischer à d'autres représentations comme celle de Crame, il faut considérer chaque atome de carbone indépendamment des autres, car la représentation de Fischer n'est pas une simple représentation de la molécule, soit un plan en deux dimensions. Elle permet aussi donc d'avoir des projections, soit vers l'avant, soit vers l'arrière de la feuille. Les représentations de Fischer sont le plus souvent utilisées en biochimie pour donner et illustrer les monosaccharides, mais elles peuvent être aussi utilisées pour les acides aminés ou pour d'autres molécules organiques, puisqu'elles permettent de dépeindre la stéréochimie, c'est-à-dire donc les structures tridimensionnelles d'une molécule. Elles sont très utiles pour différencier les énantiomères de molécules chirales. Alors nous avons ici, selon Fischer, la filiation chimique des oses. Donc formation à partir du déglycéraldéhyde par addition de carbone successifs. Et on va obtenir donc triose, tétrose, pentose, hexose en fonction du nombre de carbone. Un triose peut donner 2 tétroses, comme représenté dans le paragraphe numéro 2 de cette diapositive. Alors, la série D et la série L des oses. Donc, les oses de la série D sont rattachées au déglycéraldéhyde. La configuration spatiale de l'hydroxyle portée par le carbone subterminal de l'ose, donc l'avant-dernier carbone ou carbone N-1, est identique à celle du déglycéraldéhyde. La plus grande majorité des oses naturelles sont de la série D. Les oses de la série L donc, dérivent par voie chimique du L-glycéraldéhyde. Alors, nous avons ici une représentation, selon Fischer, de la filiation des oses entre eux à partir donc, du déglycéraldéhyde, 3 carbones. Formation donc ensuite d'oses à 4 carbones, d'étréose, d'érythrose. 5 carbones, d'érabinose, d'éribose et 6 carbones avec le dégalactose, le démernose et le déglucose par exemple. Donc ça montre bien ici l'utilité de la représentation de Fischer pour montrer la filiation des oses les uns par rapport aux autres en fonction du nombre de carbones qu'ils comportent. Les principaux oses naturels en fonction de la représentation de Fischer sont par exemple le D-galactose, le D-glucose ou le D-mannose. On peut avoir des épimérisations. Donc l'épimérisation se fait par voie chimique ou enzymatique grâce à une épimérase. Le galactose est par exemple l'épimère en 4 du glucose. L'absence d'épimérase empêche la transformation du galactose en glucose et entraîne par exemple une des formes de la galactosémie congénitale du nouveau-né, qui est une maladie grave congénitale, donc une maladie métabolique. Le mannose est par exemple l'épimère en 2 du glucose. En terminologie, on distingue les aldopatoses à 5 carbones et une fonction aldose, les cétohexoses comme le fructose à 6 carbones qui comportent une fonction cétone. Alors c'est vrai que la structure linéaire des sucres n'est qu'une représentation et en solution dans l'eau, les oses existent sous forme cyclique. Nous citerons 2 objections à la formation linéaire, par exemple la formation d'acétal, avec la formation d'un acétal, donc un alcool ROH s'ajoute à l'aldéhyde RCHO. Le carbone de l'aldéhyde devient le carbone de l'hémiacétal, lié à 2 atomes d'oxygène. L'équilibre de la réaction est nettement en faveur de l'aldéhyde et de l'alcool. Donc aldose ou cétose plus ROH va donner un hémiacétal uniquement. Et
Il y a aussi donc l'argument de la mutarotation, donc avec ce qu'on appelle les anomères. En effet, la valeur du pouvoir rotatoire d'un ose, donc mesurée au polarimètre, n'est pas fixée immédiatement. Elle le devient au bout d'un certain temps. Ce phénomène est lié à l'existence de deux formes isomériques, l'anomère alpha ou bêta, à l'origine de la mutarotation. Ces deux anomères diffèrent par la position dans l'espace de l'hydroxyle hémiacétalique. Quand on laisse par exemple du glucose préalablement cristallisé en solution dans de l'eau, le pouvoir rotatoire passe de plus 112 à plus 52,5 degrés. Quand on laisse une solution dans l'eau de glucose le temps nécessaire, effectivement, son pouvoir rotatoire va changer. Le carbone numéro 1 est un carbone anomère. Les isomères cycliques sont appelés des anomères. Le groupement de la fonction alcool qu'il porte peut être soit en haut, soit en bas. S'il est en haut, le groupement hydroxyle est du même côté que celui de la série, c'est la forme bêta. Sinon, l'hydroxyle est opposé à celui de la série, c'est la forme alpha. Et donc la figure 2 ici explique comment, dans ces conditions, se fait la cyclisation du glucose. En solution aqueuse, le glucose est en équilibre tautomérique. Il est à 65% sous forme bêta-D glucopyranose, 0,1% sous forme de déglucose, donc linéaire, donc en proportion très faible, et 35% sous forme d'alpha-D glycopyranose. La cyclisation des sucres permet d'avoir 2 fois plus d'isomères. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une structure cyclique des sucres? La fonction aldéhyde ou cétonique dans ces conditions est partiellement dissimulée. Donc, on parle d'hémiacétal. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme pseudo-aldéhydique ou pseudo-cétonique. Il existe un carbone asymétrique sur le carbone numéro 1 des aldoses, sur le carbone numéro 2 des cétoses, en raison de l'hémiacétalisation interne qui conduit à deux anomères alpha-bêta. Et troisième point, l'anomère alpha a un OH hémiacétalique du côté opposé que le OH porté par le carbone subterminal, ce qui permet de déterminer la série. Il y a un pouvoir rotatoire le plus élevé. Et par contre, l'anomère bêta a, lui, les propriétés inverses. Alors, il y a une autre façon de représenter les sucres, donc selon la représentation de Haworth. Les oses se cyclisent généralement sous forme furanique, donc sous forme de furane. Donc ce sont par exemple le ribose qui va donner le ribofuranose. Les 2-déoxyriboses donnent le 2-déoxyribofuranose, le fructose donnant le fructofuranose. Les oses, en général, se cyclisant sous forme pyranique ou pyrane, sont le glucose, qui va donner le glucopyranose, et le galactose, qui va donner le galactopyranose. Nous allons maintenant, pour illustrer cette première partie, donner quelques exemples de sucre. Par exemple, le D-glucopyranose, qui est le glucose naturel, donc dextrogir, est très répandu dans la nature. C'est le principal carburant de l'organisme et le carburant universel du fœtus. En effet, toute baisse de la glycémie chez le fœtus peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement psychomoteur. La polymérisation du glucose va conduire au glycogène. On a vu que c'était une forme de réserve énergétique, donc à la fois dans les muscles et le foie. La glycémie et la concentration de glucose à l'équilibre dans le sang, il est de l'ordre de 0,8 g par litre, ce qui fait 4,4 millimoles par litre. Le glucose est réducteur et on se sert par exemple de la glucose oxydase qui va l'oxyder en acide aldonique et on se sert de cette réaction pour le doser. Comme son nom indique, effectivement, le pouvoir rotatoire du glucose est dextrogir.
c'est-à-dire qu'il dévie la lumière polarisée vers la droite. Le dégalactopyranose donc intervient dans la composition du lactose, qui est un galactose, un glucose. C'est un cérébrogalactoside du cerveau. Il intervient dans certaines structures cérébrales et certains glycolipides ou certaines glycoprotéines. Son pouvoir rotatoire est aussi dextrogir. Le démanopyranose est surtout présent, lui, dans les végétaux. Et par contre, c'est un composant chez l'homme des glycoprotéines et son pouvoir rotatoire est dextrogir. Le défructofuranose, donc on le trouve surtout dans les fruits, d'où son nom, donc le fructose. Son pouvoir rotatoire est lui lévogir, d'où son nom de lévulose. Il est présent en grande quantité dans le liquide spermatique chez l'homme, où il participe au mouvement des spermatozoïdes. Il est présent sous forme furanique dans le saccharose. Sa cyclisation se fait entre le carbone 2 et le carbone 5. Le déribofuranose, donc sa forme furanique est la forme habituelle des pentoses, et on a vu son importance dans la structure des acides nucléiques comme l'ARN. Le bêta-déribofuranose est lié aux bases puriques et pyriméridiques par une liaison N-osidique, donc dans les nucléosides et les nucléotides. Il intervient aussi dans la structure des coenzymes tels que NAD, NADP et ATP. L'interconversion du glucose ou du mannose peut donner le fructose et réciproquement en fonction des besoins de l'organisme. L'épimérisation peut permettre de transformer le glucose en mannose et réciproquement. Nous allons voir maintenant quelques dérivés des oses. Alors, on a ce qu'on appelle les dérivés amines d'oses biologiques. Deux osamines ont un intérêt biologique particulier, la glucosamine et la galactosamine, où un OH est remplacé par une fonction amine. La fonction amine est souvent acétylée pour donner une N-acétylglucosamine ou N-acétylgalactosamine. Les osamines sont des constituants des glycolipides et des glycosaminoglycanes. On a également les dérivés acides d'oses biologiques avec par exemple l'acide aldonique et le glucono-delta-lactone est une lactone, donc un ester cyclique dérivé de l'acide gluconique. Le glucono-delta-lactone diffère du glucose seulement par un groupement alcool qui est oxydé en aldéhyde, sur le carbone numéro 1, et il possède également lui aussi une saveur sucrée. Nous avons aussi ce qu'on appelle les acides uroniques, qui sont des composés chimiques obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples, oses acides. Ils entrent dans la composition des glycosaminoglycanes, qui sont des constituants essentiels des matrices extracellulaires. Les acides uroniques peuvent se complexer avec des molécules toxiques pour l'organisme et permettre leur élimination. On appelle ça à ce moment-là, cette association s'appelle donc des uronoconjugués. On a aussi l'exemple de l'acide sialique, du grec sialos qui veut dire salive, qui est un dérivé d'un ose à 11 atomes de carbone. L'acide sialique peut représenter aussi bien l'acide N-acétylneuraminique que l'on rencontre chez l'être humain que toute une série de substances apparentées à l'acide N-acétylneuraminique. L'acide N-acétylneuraminique est un constituant caractéristique des sucres aminés qui jouent un rôle dans les interactions intercellulaires. L'acide sialique sert entre autres de protection des protéines contre leur dégradation par les protéases.
Les sucres ont des conformations qui sont variables. Les furanoses et pyranoses, exemple le fructose, donc est à 67% sous forme pyranose et 33% du furanose. Et en fonction des représentations qu'on peut faire, on parle de conformation en chaise ou en bateau, qui sont d'ailleurs, conformation en bateau, qui sont d'ailleurs généralement moins stables que la formation en chaise. On peut donner aussi comme exemple la vitamine C, donc, ou acide ascorbique, donc A privatif, donc empêche le scorbut. Le déficit en vitamine C a entraîné effectivement cette maladie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C a une structure qui est très proche du glucose et pourtant n'est pas synthétisée par l'organisme et est nécessaire en faible quantité. C'est une vitamine qui est hydrosoluble. Seule la forme, elle, est active. C'est un monoacide car il a un seul hydrogène mobile. Sa fonction N-diol est tout à fait caractéristique. La vitamine C a un pouvoir très réducteur, donc elle est donc facilement oxydable en acide déhydroascorbique qui est aussi biologiquement actif, comme représenté dans la figure de la diapositive. Donc son rôle biologique est extrêmement important, c'est le coenzyme de la prolyl hydroxylase qui intervient dans la synthèse de l'hydroxyproline. Elle intervient aussi dans la synthèse des stéroïdes, donc, et sa carence entraîne des anomalies de la synthèse du collagène, la fragilité des parois vasculaires, comme on l'observe dans le scorbut. Il ne faut pas oublier que la vitamine C permet aussi de lutter contre les radicaux libres de l'oxygène. Les osides. Alors, quelle est leur définition? Les osides, en fait, sont des molécules qui donnent par hydrolyse deux ou plusieurs molécules d'ose. Ces oses peuvent être identiques ou différents les uns par rapport aux autres. Alors, le mode de liaison des oses peut être différente. Deux oses sont unies entre eux par une liaison osidique ou glycosidique pour donner un diholoside. Et selon le mode de liaison des deux oses, le diholoside est non réducteur ou réducteur. Alors, quand le diholoside est non réducteur, on parle de liaison osido-oside. Il y a alors condensation de la fonction hémiacétalique de chaque ose par une liaison osido-oside. Lorsque le diholoside est réducteur, on parle d'une liaison osido-ose. Il y a condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcoolique d'un second ose par cette liaison. Il reste donc le diholoside avec un hydroxyle hémiacétalique libre, responsable du pouvoir réducteur de la molécule. Le diholoside réducteur avec une liaison osido-ose, donc il y a à ce moment-là condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcoolique d'un second ose par une liaison osido-ose. Il reste donc le diholoside avec un OH hémiacétalique libre, responsable du pouvoir réducteur de la molécule. L'association de deux oses donne un diholoside de trois oses, enfin, on va donner un triholoside, etc., en fonction du nombre d'oses qui sont liées les uns par rapport aux autres. Alors les principaux diholosides, donc on a par exemple le maltose, qui est un produit d'hydrolyse obtenu lors de la digestion des polyosides, tels que l'amidon ou le glycogène, par les enzymes que sont les amylases. Il est formé par l'union de deux molécules de glucose unies en alpha-1,4. C'est un oside donc, qui est réducteur et en fait il est hydrolysé par définition en deux molécules de glucose par une enzyme spécifique qui logiquement porte le nom de maltase.
Le lactose, donc, comme son nom l'indique, il est présent dans le lait de tous les mammifères. C'est un dioloside réducteur constitué d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose, unis par une liaison bêta-1,4-osidique, comme représenté dans le schéma de la diapositive. Le saccharose, c'est un dioside non réducteur, c'est le sucre de table, très répandu dans les végétaux. Le saccharose a un pouvoir rotatoire d'extrogir. Par hydrolyse, il va donner naissance à un mélange lévogir. Ceci s'explique car dans le mélange, le pouvoir rotatoire lévogir du glucose, donc, qui est de moins 92 degrés, est supérieur au pouvoir d'extrogir du glucose qui est seulement de 52 degrés en positif. Cette propriété a valu au mélange le nom de sucre interverti. Le saccharose est hydrolysable par voie enzymatique avec une alpha-glucosidase ou une bêta-fructosidase. Alors, l'hydrolyse enzymatique des osides ou des polyosides est réalisée par des osidases qui sont spécifiques, donc de la nature de l'ose, de la configuration anumérique alpha ou bêta de la liaison osidique, de la dimension des unités attaquées dans le polyoside. Donc, lors de la digestion, l'amidon, qui représente la moitié des glucides absorbés par l'alimentation chez l'homme, nécessite dans le tube digestif différents enzymes spécifiques, donc on appelle les alpha-amylases, alpha-1,4-glucosidase. Elles agissent à n'importe quel point de la chaîne, mais sur les liaisons alpha-1,4 pour donner des molécules de maltose et des dextrines. Il existe une amylase salivaire peu active, car elle est inactivée par le pH acide de l'estomac, et surtout, celle qui est très active, c'est l'amylase pancréatique. L'enzyme débranchant, ou alpha-1,6-glucosidase, donc scinde, elle, la liaison alpha-1,6-glucosidique, c'est-à-dire les points de branchement de l'amidon. Il est présent plutôt dans la bordure en brosse de l'intestin. La maltase et donc tous les maltoses obtenus précédemment sont hydrolysés en deux molécules de glucose par cette enzyme dont nous avons déjà parlé. Le saccharose, le lactose et le maltose sont les constituants alimentaires les plus courants. Le saccharose et le lactose sont trouvés respectivement dans le sucre de table et le lactose dans tous les produits laitiers. Nous allons maintenant parler des polysaccharides complexes. La cellulose est bien sûr retrouvée dans les végétaux. C'est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de déglucose, donc qui peut comporter entre 200 et 14 000 glucoses en fonction de sa nature et en fonction du type de végétal dans lequel il se trouve. Il est principalement présent dans la paroi des cellules des végétaux et la caractéristique, c'est que la cellulose ne peut pas être digérée par l'homme qui ne possède pas les enzymes nécessaires à celle-ci. Le glycogène est un glucide complexe, donc c'est aussi un polymère du glucose. Il consiste en une chaîne de glucose liée en alpha 1,4 et en branchée en alpha 1,6 tous les 8 à 12 résidus. Donc il est utilisé par les animaux et l'homme en particulier pour stocker de l'énergie, donc principalement dans le foie et dans les cellules musculaires, au même titre que l'amidon pour les végétaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le glycogène du foie est facilement échangeable pour permettre de maintenir la glycémie constante, alors que le glycogène du muscle est plutôt utilisé localement en fonction des besoins en énergie musculaire, c'est-à-dire en fonction de l'effort musculaire du moment. Donc, la structure du glycogène est représentée ici. Donc, c'est un polymère formé par des molécules de glucose
liés par une liaison glycosidique en alpha-1,4 avec des branches qui sont formées par des liaisons glycosidiques en alpha-1,6, tous les 10 résidus environ. Son extrémité est réductrice grâce au groupe hydroxyle OH sur le C1 libre, donc une seule pour une molécule de glycogène. Alors, le glycogène est une importante source d'énergie. Chez les animaux, glycogène et acides gras sont les sources les plus importantes d'énergie, mais les acides gras, contrairement au glycogène, ne peuvent pas être convertis en glucose, ce qui est nécessaire par exemple pour le fonctionnement cérébral. Et on sait qu'une absence de glucose pendant plus de 3 minutes au niveau cérébral entraîne la mort de celui-ci, du cerveau. L'utilisation des acides gras dans le muscle pour tirer de l'énergie est très lente par rapport à celle du glycogène. Hydrolysé en glucose peut être utilisé très vite. Et les acides gras fournissent de l'énergie seulement en aérobiose, au contraire du glycogène qui, par la glycolyse, peut aussi donner de l'énergie en anaérobiose. La structure très branchée du glycogène permet d'obtenir des molécules de glucose très rapidement. Donc, c'est ce qui explique que sa structure est décrite comme telle. Les voies opposées de synthèse et de dégradation du glycogène sont présentées ici, c'est-à-dire que la glycogène phosphorylase catalyse la dégradation du glycogène en présence d'orthophosphate inorganique. Cette dégradation présente de multiples avantages. Donc d'abord, le glucose libéré est phosphorylé. Deuxièmement, pour les cellules musculaires, le glucose 1-phosphate ne peut diffuser hors de la cellule, alors que le glucose en est capable. C'est-à-dire qu'en fait, ce glucose sera directement utilisable par la cellule musculaire s'il est phosphorylé. Le glucose est activé par l'UTP en UDP glucose pour permettre la formation de glycogène par la glycogène synthase. On peut opposer en termes de structure glycogène et cellulose. Donc le glycogène est une réserve dans le règne animal, donc principalement dans le foie et le muscle. Il a une structure proche de l'amylopectine. Son poids moléculaire est très élevé et c'est un enchaînement de déglucose. La ramification du glycogène se fait sous forme de liaison alpha 1,6, donc à l'extérieur avec des chaînes de 10 à 15 glucoses, et à l'intérieur de la molécule qu'il faut s'imaginer dans l'espace avec des chaînes de 3 à 4 glucoses. La cellulose, elle, par rapport au glycogène, a un poids moléculaire qui peut varier de 200 à 400 000. Ce sont des chaînes d'anhydroglucose avec des anomères bêta non attaquables par le sucre digestif de l'homme. Par contre, elle peut être utilisée par les cellulases des ruminants, comme les bovins ou les vaches. Alors, les glycosaminoglycanes font partie de la matrice extracellulaire. Ils ont des propriétés de rigidité. Ils sont fortement hydratés. Ils possèdent aussi des propriétés de viscoélasticité, lubrifiant et absorbant des chocs. On les trouve dans différentes structures nécessitant d'avoir ces propriétés, par exemple au niveau des cartilages osseux. Les glycoprotéines, elles sont apparues dans l'évolution avec les eucaryotes. En fait, leur glycosylation est réalisée dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou des champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison covalente. Il n'y a que de façon exceptionnelle des réactions de glycosylation observées chez les prokaryotes, c'est-à-dire dans le monde bactérien. Alors, il y a deux grands groupes de glycoprotéines. Les glycoprotéines sécrétées, donc par exemple les enzymes ou les anticorps, les hormones, et les glycoprotéines qui sont à la surface des cellules et plus particulièrement dans les membranes plasmiques, qui peuvent être par exemple des pores ou des récepteurs. Il faut observer des grandes différences de structure entre les polysaccharides branchés
sur une protéine, les protéines qui résultent d'une séquence de résidus d'aminoacides, donc non branchés, et la molécule d'ADN qui est également non branchée et qui associe les oligonucléotides. Par ailleurs, quand on a 3 résidus aminoacides, on sera capable de synthétiser 6 configurations peptidiques, alors qu'à partir de 3 molécules d'ose, 3 sucres, on pourra obtenir plus de 1000 configurations de licanes. Donc ceci est important puisque ça permet d'introduire une grande spécificité, une très grande variabilité des sucres. Alors voici sur cette diapositive donc la N-glycosylation avec le précurseur construit greffé sur le dolicol. Donc on retrouve les 2 molécules de N-acétylglucosamine à gauche, les molécules de mannose et les 3 glucoses. On le verra plus loin, il y a donc basculement de la partie osidique de ce précurseur qui était extérieur du réticulum vers l'intérieur dans la lumière du réticulum endoplasmique, ce qui va lui permettre d'être transféré sur l'une des asparagines qui a été reconnue et qui est insérée dans la séquence des asparagines précitées, ixocérine, xtréonine par exemple. À partir de ce moment-là, il commence à y avoir une élimination progressive des unités glucose et lorsque 3 unités glucose auront été éliminées, le signal est donné et le système qui a été construit, donc la structure osidique greffée sur la protéine au niveau de l'asparagine, va glisser à partir du réticulum endoplasmique en direction du Golgi et à ce niveau-là, on aura un modelage de la structure polysaccharidite pour atteindre soit une structure de type mannose, soit une structure beaucoup plus complexe telle que nous l'avons montré précédemment. Alors, dans ce schéma, cela nous permet de comprendre ce qui se passe dans le réticulum. Alors, on a le réticulum endoplasmique qui est limité par sa membrane représentée en bleu violacé. En vert, c'est la lumière du réticulum endoplasmique et l'extérieur est de l'autre côté. On a le dolicol ici sur lequel sont liées 2 molécules de N-acétylglucosamine en rouge orangé, puis qui portent les unités mannose, donc ce sont les triangles bleu violacé. Le dolicol, donc le précurseur, va être transporté à l'intérieur dans la lumière du réticulum endoplasmique, donc l'ensemble va basculer et passer à l'intérieur. Et on peut voir toujours le mode de liaison par les 2 groupements phosphate. Et puis ensuite, tout continue. Et puis les os sont introduits progressivement. Ce que je n'ai pas encore souligné, c'est que chaque molécule d'ose est introduite sous la forme d'un nucléoside ose. Le nucléoside ose est de type GDP, UDP, voire ADP. Et c'est alors que les os sont transférés. Et par ailleurs, ce transfert qui se fait est médié par des enzymes qui appartiennent à la classe des transférases. Et il y a autant de transférases spécifiques que de nucléotides oses, puisque en général, les enzymes ont une spécificité d'activité. Si on devait résumer ce que j'ai indiqué, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, on a d'abord l'assemblage d'un précurseur sur le dolicol qui est inséré dans la membrane du réticulum. Les nucléotides vont permettre de construire ce précurseur. Ensuite, ce précurseur est transféré en bloc sur une asparagine, après bascule de l'extérieur vers l'intérieur dans la lumière du réticulum endoplasmique. Il y a alors élimination de différents glucoses, puis glissement, remaniement de la structure polysaccharidique dans le Golgique et les retouches définitives. Dans la haut-glycosylation, les choses sont plus simples étant donné que tout se passe au niveau du système de Golgi. Les sucres sont ajoutés un à un, ils sont aussi introduits sous forme de nucléotides, ose,
Et bien souvent, tout commence par la N-acétylgalactosamine sur un groupe ou un résidu sérine ou tréonine. Ce qu'il faut retenir et ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une très grande spécificité, d'abord des transférases, puis des nucléotidoses, d'autre part dans la localisation de ces glycosyltransférases qui vont se retrouver là où elles doivent être, c'est-à-dire dans le réticulum endoplasmique, soit au niveau de chacune des étapes au sein du système de Golgi, dans le Golgi 6 ou dans le Golgi médian ou dans le Golgi trans, voire dans le Golgi transgolgien. Donc, très grande spécificité et une localisation qui est parfaitement définie. Et bien sûr, les oses qui sont introduits sous forme de nucléosides oses permet aussi cette spécificité. C'est ce qu'on observe de manière systématique dans toutes les réactions de synthèse. Alors, en fonction du mode de liaison, on a une spécificité structurale de ces glycoprotéines en fonction donc, de leur structure bi- ou tri-aténaire. Voici quelques exemples de glycoprotéines montrant leur grande diversité de masse, de structure et donc de fonction et impliquées dans les grands processus tels que l'inflammation, la coagulation ou l'immunité. Donc on peut citer par exemple l'orosomucoïde qui intervient dans l'inflammation, l'alpha-antitrypsine qui intervient dans la digestion, les aptoglobines, la séroplasmine pour le transport du cuivre, le fibrinogène pour la coagulation et les immunoglobulines pour l'immunité par exemple. Un exemple est l'agrégant, qui est un tissu de l'agrégation de grandes glycoprotéines, de grandes protéoglycanes, qui sont riches en hydrates de carbone. La forme humaine comporte 2316 acides aminés, peut être exprimée sous de multiples isoformes d'épissage alternatifs, donc avec le collagène de type 2. L'agrégant forme une composante structurelle importante du cartilage, en particulier du cartilage articulaire. L'agrégant, en fait, se compose de deux domaines globulaires structurels à l'extrémité N-terminale et un domaine globulaire à l'extrémité C-terminale, séparés par un vaste domaine fortement modifié avec des glycosaminoglycanes. Les deux principales fractions modifiées elles-mêmes sont organisées en régions distinctes, le sulfate de chondroïtine et ce qu'on appelle le kératan. Et les régions entre les domaines sont appelées domaines interglobulaires et sont très sensibles à la protéolyse. Alors cette dégradation a été associée avec le développement de l'arthrite. Donc on voit ici que les sucres de structure ont un rôle mécanique important puisque au niveau des cartilages et des articulations, ils ont un rôle pour amoindrir les chocs et diminuer l'usure des articulations. Alors les parois bactériennes possèdent aussi des structures complexes des sucres. Donc les deux types de parois, Gram+ et Gram-, possèdent une structure commune qui forme un réseau autour de la membrane plasmique, le peptidoglycane. Et comme son nom l'indique, le peptidoglycane est constitué d'une partie glucidique avec une alternance de N-acétylglucosamine et de N-acétylmuramique reliées par des liaisons osidiques bêta 1,4 et d'une partie peptidique, donc qui est formée de 4 acides aminés qui sont reliés par une liaison amidique au niveau de la fonction acide carboxylique du résidu pyruvate du N-acétylmuranique. Alors cette paroi bactérienne existe chez toutes les espèces de bactéries, donc à l'exception des bactéries de type mycoplasme. C'est une structure rigide et résistante qui entoure le cytoplasme et protège la bactérie. Et en fait, en fonction de leur type Gram+ ou Gram-, cette structure est assez homogène et son épaisseur va varier de 10 à 80 nanomètres en fonction du type de bactérie rencontrée.
Chez les bactéries de Gram négatif, sa structure est plus complexe, son épaisseur est de l'ordre de 10 nanomètres et beaucoup plus riche en lipides que ne le sont les bactéries Gram positifs. Alors, l'intérêt de connaître la structure des bactéries, c'est comprendre le mode d'action des antibiotiques. Par exemple, les pénicillines inhibent la synthèse du peptidoglycane par les bactéries en s'intercalant dans le polymère. En fait, il a un effet bactéricide, comme les autres antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, puisque l'inhibition de la synthèse de la peptidoglycane déclenche, après des mécanismes de lyse cellulaire, la mort de la bactérie. Les bactéries ont développé une résistance à cette pénicilline, donc elle réagit en synthétisant une pénicillase qui inactive l'antibiotique, c'est un état de résistance à l'antibiotique, et donc il a fallu trouver des façons de lutter contre cette résistance à la pénicilline, et des molécules nouvelles ont été introduites en ce sens pour que les antibiotiques continuent à être actives. Alors, une autre structure intéressante à citer, à décrire, ce sont les groupes sanguins. D'autres structures glucolipidiques sont constituées sur la base de l'association de sphingosine à un acide gras dans une structure qui porte le nom de céramide. Effectivement, donc la sphingosine est un alcool et lié à l'acide gras avec une fonction amine. Et on rencontre fréquemment ces structures. Et exemple qui est choisi ici, donc lui des groupes sanguins. C'est en 1900 que l'on a découvert qu'il y avait dans la membrane des globules rouges des agglutinogènes et qu'il y avait deux groupes d'agglutinogènes qu'on appelle A et B, et qu'il y avait dans le plasma ce qu'on appelle les agglutinines. Et dans une même hématie, il y avait d'une part l'agglutinogène A, que l'on trouve en correspondance avec l'agglutinine anti-B. Cette reconnaissance d'existence d'agglutinogènes a permis de différencier les êtres vivants. Nous avons pu introduire principalement les quatre groupes A, B, O et AB, donc des groupes sanguins. Ici, on a représenté les glycolipides qui sont le support de ces groupes sanguins. On peut avoir les glycolipides ou les glycoprotéines. L'un et l'autre sont les antigènes de surface. Ce qui différencie les groupes entre eux, c'est la structure glycane. Comme toute structure polysaccharidique, elle est orientée et tout débute à droite par extrémité non réductrice et se termine à gauche par la molécule, donc ici qui est un glucose. Et c'est l'extrémité réductrice qui va entraîner une liaison oxidique avec l'hydroxyle de la sphingosine qui est un alcool. Les lectines sont des protéines, des glycoprotéines capables d'interagir spécifiquement avec des saccharides pour former les liaisons non covalentes et provoquer l'agglutination des cellules animales. Ces substances ont été successivement baptisées agglutinine ou hémagglutinine, phytohémagglutinine et finalement lectine, du verbe latin légère, ce qui veut dire légérer, ce qui veut dire choisir. Et lorsqu'il fut découvert qu'elles avaient la capacité de distinguer les divers groupes sanguins humains, on les a alors utilisées. Pour un certain nombre d'auteurs, la notion de lectine n'est plus basée sur le pouvoir agglutinant, mais seulement sur la reconnaissance spécifique par la protéine d'un motif saccaridique porté par la membrane d'une cellule, donc qu'elle soit sanguine ou non. La liaison entre une lectine et son polysaccharide spécifique est comparable à une réaction antigène-anticorps. Donc en pratique, les lectines servent à préparer des colonnes de chromatographie d'affinité pour la séparation des glycoprotéines. En fait, ce sont des véritables réactifs de laboratoire. La grande variabilité des glycoprotéines est représentée ici et leur confère des propriétés extrêmement larges de transport, de structure, de récepteurs et d'antigénicité. On voit ici donc la séparation par la technique Malditov d'une protéine recombinante purifiée avec les différents oligosaccharides entiers
qui ont été coupés avec une enzyme, donc une glycosidase, puis analysés. Et on voit donc effectivement que la masse moléculaire permet de déterminer quelle est la nature de l'oligosaccharide. Les oligosaccharides sont mobiles, ils ont une conformation fluctuante. Ici, on voit une membrane cellulaire en jaune, un oligosaccharide en violet. La conformation fluctuante des oligosaccharides des membranes permet en fait leur adaptation structurale qui est nécessaire, par exemple à l'activation d'un récepteur. Donc c'est cette fluidité qui leur confère la plupart de leurs propriétés lorsqu'elles sont incluses dans les membranes des cellules. Les glycanes, en fait, les glycanes vient du terme glycoconjugué qui définit des produits d'association covalente de glucides, donc qui prennent donc alors le nom de glycane ou glycane, donc avec deux N et deux orthographes étant permises, soit avec une protéine, soit avec un lipide. On parle alors de glycoprotéines ou de glycolipides. On a déjà parlé des glycoprotéines. Dans la majorité des cas, les glycanes sont des oligosaccharides liés aux protéines ou aux lipides par leur extrémité réductrice. Les protéoglycanes se distinguent des autres glycoconjugués par le fait que leurs glycanes ne sont pas des oligosaccharides mais des polysaccharides qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine de résidus. Donc on les détaille plus loin avec les polysaccharides qui contiennent au moins 3 carbones. Les glycanes sont à l'origine de l'extrême diversité structurale des glycoprotéines, c'est-à-dire qu'une même chaîne peptidique peut porter plusieurs glycanes et divers glycanes peuvent être présents sur le même site de glycosylation. Ces glycanes modifient le plus souvent les propriétés physico-chimiques et la conformation et les activités biologiques des glycoconjugués. On parle alors de glycoforme d'une glycoprotéine. Ces glycoformes reflètent l'équipement en enzymes de la glycosylation d'un type cellulaire précis et leur détermination peut devenir, de ce fait, un marqueur cellulaire spécifique. Le biologiste peut en tirer avantage pour étudier leurs propriétés. À l'inverse des propriétés et des variations de glycosylation, on peut avoir des variations de réactivité des glycoprotéines vis-à-vis d'anticorps, ce qui peut d'ailleurs fausser leur détermination, et donc on doit rester vigilant par rapport à cela. Donc en fait, les glycanes dans les glycoconjugués permettent d'augmenter la solubilité, de modifier les conformations tridimensionnelles, de protéger contre la protéolyse. Ce sont aussi des contrôles de maturation. Ils peuvent diminuer l'antigénicité de certaines protéines. Ce sont aussi des signaux de reconnaissance très importants. Et on a même décrit leur rôle dans le contrôle de la durée de vie. Alors, en pratique médicale, pourquoi est-ce que la structure des sucres est importante? Par exemple, simplement en termes de nutrition, on peut citer la notion d'index glycémique qui compare l'élévation de la glycémie qui se produit après chacun d'un aliment pris à l'élévation qui se produit après avoir avalé une quantité équivalente de glucose. On peut déterminer un pourcentage qui est d'autant plus grand que l'aliment est hyperglycémiant. Donc un aliment qui élève 2 fois moins la glycémie que le glucose a un pouvoir hyperglycémiant de 50% de celui du glucose. Un aliment qui élève 4 fois moins a un pouvoir hyperglycémiant de 25%. On a par exemple ici des exemples d'aliments avec l'index glycémique, donc la référence étant 20 g de glucose, et par exemple 40 g de glucose a un index glycémique de 65%, alors que sa proportion en sucre est de 55%. Celle du pain complet est de 50%, etc. Donc vous voyez ici, en fonction de la nature de l'aliment, les index glycémiques sont différents. Il faut noter qu'il est souhaité que les aliments aient un index glycémique plus faible,
ce qui permet ainsi une élévation moins brutale de la glycémie et donc une meilleure utilisation des sucres. C'est ce qu'on recherche par exemple chez le diabétique. Donc ici, vous avez différents aliments représentés en fonction de leur nature et de leur index glycémique, la référence étant toujours 20 grammes de glucose. Alors, en fait, c'est la structure des sucres qui va permettre de modifier l'index glycémique et le pouvoir hyperglycémiant d'un sucre dépendra beaucoup de la complexité de sa structure et en fait qui elle-même peut être modifiée par sa préparation, donc la cuisson par exemple. C'est-à-dire que, un exemple tout simple, l'index glycémique de carottes crues ou de carottes cuites est tout à fait différente, celui des carottes cuites étant plus important que celle des carottes crues. C'est un exemple que l'on donne souvent. Alors les sucres ont un rôle aussi capital dans la coagulation, donc dans la transformation du fibrinogène en fibrine. Et donc on sait déjà depuis une vingtaine d'années que le fibrinogène contient une faible partie glucidique, 3 à 5%, mais qui est composé de D-galactose, de D-mannose et de N-acétyl-D-glucosamine et d'acide sialique, ce qui lui confère une importance fonctionnelle et toutes ses propriétés. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le métabolisme des glucides? On a évoqué un tout petit peu tout à l'heure la galactosémie congénitale, donc qui est une maladie génétique par anomalie du métabolisme des glucides. En fait, cette maladie est due à des mutations ponctuelles qui concernent 3 enzymes du métabolisme: la galactokinase, donc qui phosphoryde le galactose, l'uridine diphosphate ou UDP, galactose 4-épimérase, qui transforme le galactose phosphate en glucose phosphate, et la galactose 1-phosphate uridyltransférase, qui transfère l'uridine du glucose vers le galactose suivant. Donc les mutations de ce gène sont les plus fréquentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie atteint un nouveau-né sur 35 000 en Europe. Non traitée, l'affection évolue rapidement vers la défaillance du foie et l'insuffisance rénale et même des infections à titre de septicémie. Une cataracte apparaît aussi rapidement en quelques jours, en quelques semaines et devient rapidement irréversible. Et le traitement, c'est une alimentation pauvre en lactose et galactose avant les 10 premiers jours de la vie, qui fait d'ailleurs disparaître la plupart des symptômes et évite l'apparition des complications. Donc il est donc très important de savoir faire le diagnostic de cette maladie qui peut être traitée par un simple régime alimentaire particulier. Les acides uroniques, donc avec l'acide déglucuronique, donc les acides uroniques sont des composés chimiques obtenus par l'oxydation du dernier carbone des eaux simples, aux acides. Ils entrent dans la composition des glycosaminoglycanes qui constituent l'essentiel des matrices extracellulaires. L'acide gluconique est un acide uronique formé à partir du glucose oxydé sur son carbone en 6. Il entre dans la composition des glycosaminoglycanes tels que l'héparine, l'acide hyaluronique. L'oxydation des eaux simples conduit à des acides dont plusieurs sont des intermédiaires de voies métaboliques diverses. Et en fait, la nomenclature de ces acides est faite de suffixes, tels que le suffixe aurique comme uronique, en fait, qui dépend de la fonction oxydée. Lorsque le glucose est oxydé sur la fonction aldéhydique du carbone numéro 1, on désigne le produit obtenu comme l'acide gluconique. Lorsqu'il est oxydé sur la fonction alcool primaire du carbone numéro 6, on désigne le produit obtenu comme l'acide glucuronique. De la même façon, le produit d'oxydation du galactose sur la fonction alcool primaire est donc l'acide glucuronique. En fait, cette glucuronoconjugaison intervient dans le métabolisme de la bilirubine, UDP glucuronyltransférase, et donc la bilirubine libre insoluble doit être transportée dans le plasma par l'albumine. Une fois conjuguée par le glucuronate, elle devient soluble et
c'est à ce moment-là qu'elle peut être éliminée par le rein. D'où l'importance de cette glucuronoconjugaison. Donc, certains médicaments sont aussi conjugués au cours de leur métabolisme. Alors que la plupart des mammifères sont capables de la synthétiser dans leur foie ou dans leur rein, la majorité des primates, dont l'être humain, le cochon d'Inde et certains oiseaux ou poissons, sont incapables de synthétiser la vitamine C. Donc ceci est le résultat d'une mutation génétique survenue donc, il y a à peu près 40 millions d'années, bloquant la transformation du glucose en acide ascorbique. Et donc les animaux dépourvus de cette capacité de synthèse de la vitamine C doivent donc la puiser dans leur alimentation, donc ce qui est tout à fait la définition d'une vitamine qui doit être retrouvée dans l'alimentation. Alors, les oses, comme on l'a vu tout à l'heure, interviennent dans les nucléotides. Lorsque on a l'UDP-glucose, donc est formé par la glycogène synthétase plus l'enzyme branchante, donc ça donne le glucogène. À partir de ADP-glucose, on a donc formation d'amidon chez les végétaux. À partir de l'UDP-glucose et du fructose 6-phosphate, on va, grâce à une saccharose synthase plus une phosphatase, on va obtenir le saccharose chez les végétaux. UDP-glucose plus glucose, on va obtenir le lactose. On peut donner d'autres exemples de ce type. Alors il y a des structures assez intéressantes qui sont les cyclodextrines ou cycloamylose, qui sont des molécules cages d'origine naturelle et on s'en sert pour encapsuler diverses molécules dans les médicaments. Donc elles ont aujourd'hui d'innombrables applications dans l'industrie et on les retrouve dans une multitude de produits courants. Elles sont aussi l'objet de très nombreuses recherches scientifiques. En fait, elles sont couramment utilisées comme excipients de formulation dans les médicaments. Elles permettent notamment de transformer des composés liquides en solides, donc poudre, comprimés, par précipitation des complexes d'inclusion. Les médicaments sont souvent des molécules hydrophobes, ce qui peut poser donc des problèmes d'assimilation par voie orale lors de la digestion. La complexation des principes actifs permet de mieux contrôler leur passage dans le circuit sanguin ou la progressivité de leur diffusion. Une autre application est le traitement par voie sublinguale, puisqu'en fait la complexation de certaines protéines dans les cyclodextrines permettent leur assimilation sans qu'elles soient dégradées au niveau de la salive par exemple. Alors, le dernier exemple du rôle des sucres liés aux protéines est celui que l'on rencontre dans les glycoprotéines d'enveloppe du HIV. Ces glycoprotéines sont très fortement glycosylées puisque la structure glycane présente environ 50% de l'ensemble. Et on a affaire à une glycosylation de type N. Dans ces glycoprotéines d'enveloppe, on observe au préalable un précurseur qui est synthétisé, donc le GP160. Qui va se diviser en deux glycoprotéines, donc le GP120 et GP41, qui restent associés, mais de manière non covalente. La glycoprotéine d'enveloppe GP120 porte le tropisme, mais va permettre la liaison sur la cellule hôte. La glycoprotéine GP41 est destinée à la fusion membranaire, et donc la pénétration du virus dans la cellule hôte est observée ici avec les lymphocytes T, et c'est la glycoprotéine GP120 qui va reconnaître le lymphocyte T au niveau de la cellule membranaire, au niveau donc d'une glycoprotéine de surface qu'on appelle CD4. Donc bien sûr, comme vous imaginez, beaucoup de recherches sont faites à ce niveau pour essayer de trouver des médicaments empêchant la pénétration du virus à l'intérieur du lymphocyte